Donc, bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ceux que j'ai déjà vus et puis ravie de rencontrer aussi les personnes que je ne connaissais pas encore. Donc, aujourd'hui, un webinaire sur les étapes de la création d'entreprise que du coup, je vais co-animer avec Camille de Pépite. Bonjour. Qui va se présenter par la suite. Juste pour vous dire un petit peu comment ça va se dérouler. Donc, on va un peu se présenter, Camille et moi. Ensuite, on va vous présenter de façon très concrète les étapes de la création d'entreprise. Pendant le webinaire, du coup, Fred, mon associé, est-ce que tu peux faire un petit coucou, Fred, sera là du coup pour répondre à vos questions sur le chat. Comme ça, on essaye de tenir dans le timing et on ne s'interrompt pas pendant le webinaire. Et puis, si vous avez des questions en plus à la fin, on essaiera de prendre le temps d'y répondre. Et sinon, on pourra se recontacter par la suite pour parler de votre projet, soit avec Camille si vous êtes déjà bien avancé, soit avec Fred ou moi. Donc voilà. Allez, on va commencer. Déjà, alors pourquoi est-ce qu'on a fait un webinaire Yves et Pépite? C'est une première en fait aujourd'hui de faire un webinaire ensemble avec Pépite. Et pourquoi on a décidé ça? En fait, c'est parce que avec Yves, on est sur les phases très amont en fait de la création d'entreprise à partir de l'idée. Et du coup, et ben en fait, Pépite vient vraiment juste après, c'est la brique vraiment juste après nous pour faire le choix du statut, pour faire le BP, pour faire les formalités. Et donc, du coup, on s'est dit que pour vous offrir une réponse vraiment complète de toutes les étapes à la création d'entreprise, bah, c'était intéressant en fait qu'on s'associe pour faire ce webinaire ensemble. Voilà, du coup, pourquoi on est là toutes les deux aujourd'hui. Du coup, je vais me présenter. Je m'appelle Jennifer, je suis cofondatrice avec Fred, donc, qui est en chat aussi avec nous, de Yves, le copilote des nouveaux entrepreneurs. Yves, du coup, en fait, on vous accompagne à créer votre entreprise de l'idée jusqu'aux formalités avec en fait un parcours qui vous permet de créer une entreprise en lien avec vos valeurs et qui vous permet en fait d'aller chercher vos premiers clients avant même de créer votre entreprise, ce qui est assez important pour pas commencer par les formalités et se dire après, bah mince, j'ai pas de clients. Donc, vous apprenez vraiment à construire votre projet. Vous êtes prêt, vous allez chez Pépite, vous faites tout ce qu'il faut avec eux et ensuite, vous pouvez commencer à être opérationnel et à être sur le terrain et à faire déjà votre premier chiffre d'affaires. Donc nous, ça se matérialise en fait par un parcours qui se fait en 12 modules, mais qui peut être adapté en fonction de là où vous en êtes. Vous pouvez commencer au module 3 ou au module 5. Et puis, vous pouvez arrêter un peu avant aussi si vous voulez continuer du coup avec Pépite de façon plus opérationnelle. Donc voilà, du coup, nous, c'est un parcours en fait qui se fait à la fois en ligne, à la fois avec de l'accompagnement individualisé que vous pouvez aller voir du coup sur notre site. On vous enverra le lien à la fin. Et je laisse du coup Camille se présenter. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Donc, je m'appelle Camille et je suis cofondatrice du cabinet Pépite. Donc, Pépite, c'est un cabinet d'expertise comptable. On est présent dans 4 villes en France, à Nantes, à Toulouse, à Nice et à Rouen. Donc, moi, je suis à Toulouse. Et donc, dans ces 4 villes, on vous accompagne dans la phase de création de votre entreprise et ensuite tout au long du développement de votre activité. Donc, je vous ai mis une petite présentation ensuite de nos principales actions. Voilà. Donc, du coup, sur la partie création de l'entreprise, on intervient sur les formalités administratives, le conseil sur la forme juridique, et c'est une étape qu'on offre. Donc, avec Pépite, la création d'entreprise est offerte. Ensuite, tout au long de l'année, on utilise des applications pour digitaliser les transferts d'informations et de documents, ce qui nous permet d'avoir une compta en 0 papier. Donc, ça permet de gagner du temps et d'aller à l'essentiel et du coup de prioriser et de consacrer la partie conseil et accompagnement pour vous garantir un développement d'activité. Voilà. Et donc, je suis ravie de co-animer ce webinaire aujourd'hui, puisque comme Jennifer vous a dit, on a des expertises qui sont très complémentaires et qui se connectent en fait à un moment donné dans votre timeline de création d'entreprise. Donc, voilà.
On va vous présenter tout cela. Donc rapidement, le sommaire que vous allez retrouver au fur et à mesure de la présentation, comme ça vous allez pouvoir vous repérer à chaque étape. Donc on a divisé ça en quelques blocs. Donc Jennifer va commencer à vous expliquer les étapes en amont de la création pour bien peaufiner votre projet. Donc tout d'abord, bien se concentrer sur votre marché et d'abord même sur vous-même en tant qu'entrepreneur. Des questions qui sont essentielles avant de sauter. Dans le grand bain, on va dire. Ensuite, elle vous parlera des différentes étapes pour organiser et élaborer votre stratégie, que ce soit en termes de prospection commerciale, de stratégie marketing. Voilà, elle va aborder ça avec vous. Et enfin, de mettre en place des plans d'action pour vous aider à être efficace dans la mise en œuvre ensuite de vos réflexions. Et je prendrai la suite pour vous expliquer une première partie business plan, donc par les chiffres un petit peu. Voilà, il y a un moment où il faut s'y pencher. Donc je viendrai vous expliquer dans les grandes lignes à quoi ça sert et quelles sont les questions qu'il faut se poser à ce moment-là. Ensuite, on parlera du choix de la forme juridique. Donc, je vous indiquerai quelles sont les principales différences entre chaque statut juridique et quelles sont les questions à vous poser pour vous aider à faire un choix. Et enfin, on parlera des étapes administratives pour créer son entreprise et donc, in fine, obtenir son fameux CABIS, qui est la pièce d'identité de l'entreprise et qui vient confirmer votre création d'entreprise. Donc, je laisse la parole à Jennifer pour commencer. Merci Camille. Du coup, alors on passe sur la première grande phase qui comprend 3 étapes, qui est en fait se connaître et connaître son marché. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'il est important de se connaître et de découvrir son profil entrepreneur? Nous, on en a eu un petit peu ras-le-bol en fait de voir des sites où on pouvait faire un test pour savoir si on était fait pour être entrepreneur, parce que en fait, nous, on pense qu'il n'y a pas un, mais des profils entrepreneurs, qu'il n'y a pas une bonne raison d'entreprendre si ce n'est en avoir très envie. Et votre motivation, ça peut être l'argent, ça peut être la liberté, ça peut être n'importe quoi, du moment que vous savez quel est votre moteur et quelle est votre motivation. C'est vraiment l'essentiel. Et donc voilà, du coup, nous, on pense qu'il y a vraiment plusieurs profils entrepreneurs et l'important, c'est de bien se connaître pour savoir en fait comment vous allez entreprendre. Donc, dans cette étape-là, nous, ce qu'on va vous aider à faire, c'est apprendre à mieux vous connaître, apprendre à détecter vos forces et vos talents, apprendre à analyser vos compétences, connaître aussi votre rapport aux autres pour savoir en fait quelle place naturellement vous allez prendre dans un collectif, dans une équipe, et puis évaluer votre force mentale. Et là, pareil, parce qu'en fait, il faut quand même pas mal de résilience pour entreprendre. Mais si vous vous rendez compte que vous êtes un petit peu dans un état un peu faible, que vous avez un petit syndrome de l'imposteur ou des choses comme ça, et ben c'est pas grave parce que c'est des choses qui se travaillent. Je vais vous raconter juste une petite anecdote pour vous dire à quel point il est important de bien se connaître avant d'entreprendre. Bon, cette fois, l'anecdote, elle va me concerner, mais je vous promets, pour les autres, ce ne sera pas toujours le cas. Moi, j'ai créé une première entreprise en fait en 2010 et je l'avais créée. C'était une entreprise en fait qui permettait à des personnes un peu cadres qui n'avaient pas le temps de s'occuper de leur repas, de leur proposer en fait des recettes et des ingrédients pour qu'ils puissent cuisiner de chez eux. Je l'avais fait parce que j'étais passionnée de cuisine, mais en fait, avant ça, j'étais plutôt cadre en marketing. Donc, du coup, c'était pas du tout mon quotidien de faire la cuisine. Et en fait, je me suis rendu compte, alors pendant la période de création d'entreprise, j'ai trouvé ça génial. Et puis après, dès que j'étais dans l'opérationnel, je me suis dit que mon quotidien, finalement, il me plaisait pas tant que ça, que j'avais pas une activité intellectuelle assez quotidienne par rapport à ce que j'aimais. Et je me suis dit, mais en fait, si j'avais plus réfléchi à mon projet en amont, si j'avais appris à mieux me connaître et si je m'étais plus projetée dans le quotidien que j'allais vivre avec ma création d'entreprise, eh ben, j'aurais certainement pas créé ce type de boîte. Donc, du coup, après, quand j'ai créé la deuxième, ben, je me suis beaucoup plus posé les bonnes questions de est-ce que je le fais seule, est-ce que je le fais avec des associés, qu'est-ce que va être mon quotidien, c'est quoi mes moteurs, c'est quoi mes envies. Et donc, du coup, après, ça a été beaucoup plus simple pour moi de créer ma deuxième boîte et de m'éclater vraiment dedans. Parce que du coup, la première, en fait, il s'avère que j'ai tenu quelques mois et puis je l'ai revendue. Donc, voilà, ça n'a pas été, un si grand succès que ça. Si ce n'est que ça m'a appris plein de choses. L'étape numéro 2, c'est de trouver une idée d'entreprise qui vous ressemble. Il y a pas mal de personnes qui attendent un petit peu de trouver la bonne idée avant d'entreprendre. Alors, c'est pas grave de ne pas avoir d'idée, ça peut se trouver. Le tout, c'est que votre idée d'entreprise, vous soyez sûr qu'elle soit en lien avec vos passions, avec vos compétences et vos réalisations, avec vos valeurs et vos envies, mais aussi avec vos contraintes.
et que ce soit en lien avec ce dont le monde a besoin. Alors, c'est un peu le principe de l'ikigai, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil-là, qui est un outil assez intéressant pour justement savoir, vous, ce que vous aimez, vos passions, mais aussi vos contraintes et ce dont le monde a besoin. Pourquoi c'est important de faire le lien entre les deux? Parce que si vous avez une super idée d'entreprise, mais que personne n'a besoin de ce que vous proposez, bah, ça ne va pas tellement vous éclater longtemps parce que vous n'allez pas avoir de clients et du coup, ça ne va pas être top. Donc, du coup, voilà, il y a vraiment savoir se connaître et savoir ce dont le monde a besoin par des ateliers de design thinking, par exemple, qu'on peut vous aider à mettre en place. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui est important pour avoir une idée d'entreprise qui vous ressemble et qui soit rentable. Une petite anecdote, je ne vais pas en faire beaucoup plus, mais ça me paraît important aussi pour cette étape-là de faire une anecdote, de vous partager une anecdote. On accompagnait une personne en fait qui voulait être coach scolaire. Et à côté de ça, en fait, ses moteurs, c'était sa famille, notamment ses filles. En fait, elle avait envie d'entreprendre parce qu'en tant que salariée, elle ne profitait pas assez de sa vie de famille. Et là, elle avait un peu envie de pouvoir adapter ses horaires, d'être un peu plus libre pour profiter un peu plus de ses filles. Et en fait, en creusant, on s'est rendu compte du coup que en tant que coach scolaire, quand on se projetait aussi dans son quotidien, ben en fait, elle allait être très indisponible et très prise par son travail au moment de la sortie des écoles et le mercredi après-midi. Du coup, ça collait pas du tout avec ses moteurs. Donc, du coup, finalement, bah, grâce à ça, en se posant ces questions-là, elle a bifurqué plutôt vers du coaching familial envers les nouvelles mamans de jeunes bébés, de bébés. Et du coup, ça lui a permis en fait de faire un métier qui lui plaisait et de l'adapter en fonction aussi de ses contraintes et de ses envies à elle. Donc voilà, du coup, c'est hyper important parce que c'est quand même une entreprise, c'est quelque chose que vous portez, que vous allez porter tous les jours. Donc il faut bien réfléchir en amont à tout ce que ça implique et à ce que ça correspond bien à vos envies et à vos contraintes. On rentre maintenant dans un aspect un petit peu plus business, qui est d'aller étudier son marché. Alors, étudier son marché, c'est une des étapes, je pense, les plus importantes avant d'aller créer sa boîte. Et pourtant, il n'y a que 10%, je crois, des entrepreneurs à peine qui le font. Pourtant, si vous étudiez pas votre marché, bah, votre business plan, il va être rempli avec des chiffres qui seront fictifs ou un petit peu très hypothétiques. Donc, du coup, c'est un petit peu dangereux pour vous, en fait, de ne pas faire d'études de marché. Et surtout, l'étude de marché, elle va vous permettre d'aller étudier vos concurrents pour pouvoir proposer une offre qui soit différenciante. Le plus important, c'est que ça va vous permettre d'aller étudier vos clients potentiels et du coup de connaître exactement leurs besoins et de vraiment pouvoir vous y adapter. Et ça, c'est le plus important, c'est de pouvoir toujours vous adapter à ce dont vos potentiels clients ont besoin. Ça va aussi vous permettre d'étudier l'environnement de votre marché, de votre future entreprise, notamment l'environnement réglementaire, savoir si vous avez besoin de formation obligatoire, savoir si c'est un marché qui est plutôt en déclin, qui est en croissance, savoir s'il y a des barrières à l'entrée de votre marché. Donc, du coup, c'est vraiment hyper important d'aller creuser tout ça. Et donc, du coup, tout ça, ça va vous permettre de proposer une solution qui soit adaptée aux besoins de votre marché et qui soit différenciante. Ça va aussi vous permettre de pouvoir quantifier votre marché, de pouvoir en faire des hypothèses de chiffre d'affaires qui seront assez solides. Parce que vous allez pouvoir voir un petit peu quelle va être votre cible potentielle et quelle part de marché vous allez pouvoir prendre. Et grâce à ça, vous allez pouvoir calculer votre chiffre d'affaires potentiel. Ça se fait du coup avec, à l'aide de plusieurs étapes et plusieurs méthodes. On a une première étape qui est une phase exploratoire. Ensuite, on fait une analyse sectorielle. Ensuite, hyper important, les enquêtes terrain. C'est très, très important d'aller en fait sur le terrain et d'aller approcher vos cibles potentielles, vos clients potentiels pour vraiment les connaître et connaître leurs besoins. C'est une étape super importante. En plus de ça, super bonus parce que c'est certainement ceux que vous allez pouvoir recontacter derrière et qui pourraient devenir vos clients potentiels. Et à la fin, on a aussi une étude quantitative du coup qui sert à déterminer votre chiffre d'affaires. Ça se fait avec deux méthodes, de la recherche documentaire. Aujourd'hui, on a de la chance, on peut trouver beaucoup, beaucoup de choses sur Internet. Et ça se fait par le terrain. Et ça, vraiment, c'est l'étape, je le répète, la plus importante, aller sur le terrain. C'est juste, nous, c'est ce qu'on vous fait faire beaucoup avec le parcours Yves. En fait, c'est de sortir de votre bureau et d'aller sur le terrain parce que c'est vraiment l'étape la plus importante. Quand on fait un Startup Weekend, par exemple, donc qui vous aide à construire une boîte en 2 jours, donc plutôt 2 jours de nuit. En fait, on nous force, les coachs nous forcent vraiment à aller sur le terrain et à aller poser des questions dans la rue aux gens ou aller voir des entreprises parce que c'est vraiment ce qui est clé et ce qui va vous permettre de proposer l'offre la plus adaptée aux besoins des clients.
Donc, on passe à la phase 2, donc organiser son projet, élaborer sa stratégie. Et donc, je vous disais que ça va vous permettre de proposer une offre vraiment adaptée. Et ben, en parlant d'offres, c'est quelque chose qui est hyper important, qui est très structurant. C'est très important de définir son offre pour n'importe quel business. On a l'impression quand on vend du service ou des prestations artisanales qu'il n'y a pas besoin de construire une offre, que c'est plutôt adapté pour des grosses boîtes ou des choses comme ça. Et en fait, pas du tout, parce que l'offre, elle va être super structurante et pour vous, et aussi pour pouvoir la vendre après à vos prospects et clients. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous soyez graphiste. Si vous dites, bah, moi, je vous propose des prestations de graphisme et puis mon TJM, il est de temps, ça va pas être super parlant auprès de vos clients. Par contre, si vous leur dites, alors moi, j'ai une offre pour vous faire votre logo en telle déclinaison et du coup, bah, je vends ça à tant d'euros, c'est un forfait de tant d'euros. Ou ben moi, je vous propose une offre de un pack identité visuelle qui comprend telle et telle et telle chose et pour un prix de temps. Ben, du coup, ça va être beaucoup plus clair pour vos prospects. Ils vont pouvoir vraiment se projeter, ils vont pouvoir savoir concrètement ce que vous allez leur proposer en fait pour un prix donné. Donc, du coup, c'est hyper important en fait de définir son offre. Je tourne parfois la tête parce que j'ai un peu mon anti-sèche à côté, j'avoue, pour certaines parties. Comme il est temps que je parte en vacances, j'ai pas ma mémoire qui fonctionne super bien, donc j'ai besoin parfois d'avoir une petite anti-sèche. Donc voilà, je préfère le dire. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'offre, elle est donc très importante pour être différenciant et pour être structurant, mais elle est aussi ultra importante en fait pour les personnes qui ont l'impression de ne pas avoir une fibre commerciale et qui se disent ben moi je ne peux pas monter ma boîte parce qu'en fait j'ai pas de fibre commerciale, je ne sais pas vendre, je sais pas encore plus dur, je ne sais pas me vendre. En fait, avoir des offres, ça vous permet de vous cacher derrière ça et du coup d'avoir une offre très concrète à proposer et vous allez voir qu'après à vendre, c'est beaucoup beaucoup plus simple qu'aller se vendre soi ou vendre de la presta. Donc, pour définir votre offre et trouver votre business model, il y a plusieurs étapes. C'est d'aller chercher, définir sa proposition de valeur, donc ce que vous faites de mieux et de différent des autres. C'est de savoir à quel prix quoi vendre et à quel prix vous allez le vendre. C'est de définir vos personas. Vos personas, en fait, c'est un peu la fiche d'identité de votre cible client. Donc, normalement, vous avez plusieurs personas par, par business. Donc, ça peut être, alors moi, mon persona, si je vends, je ne sais pas, bon, j'ai pas d'idée là comme ça, mais un persona, ça peut être par exemple la maman qui a entre 35 et 40 ans et qui a besoin que ses enfants soient très protégés pour tel et tel type. Donc ça, voilà, ça peut être votre persona, donc il y a des besoins très particuliers et à qui il va falloir s'adresser de façon très particulière. Si vous vendez, je sais pas, du coaching sportif, ça peut être la personne qui a envie, la personne, je sais pas, qui vient d'avoir une difficulté, enfin une période un peu compliquée dans sa vie et qui a besoin de se rebooster en se resculptant un corps. Donc du coup, voilà, ça va être votre persona aussi. Vous n'allez pas du tout vous adresser à elle de la même façon qu'à d'autres personnes. Vous allez pouvoir aussi déterminer votre business model, c'est-à-dire la façon dont votre entreprise va se rémunérer. Parce que en fait, avant, on pouvait dire qu'il y avait à peu près deux types de business model qui étaient un coût plus charge ou un temps passé plus charge. Aujourd'hui, notamment avec Internet, il y a quand même beaucoup, beaucoup de business models qui se sont développés. Il y a les offres freemium, donc où vous commencez par offrir quelque chose de gratuit, puis après les personnes passent en payant. Il y a le système d'abonnement, il y a le système de forfait, il y a le système de sponsoring, il y a le système de commissionnement, c'est-à-dire que vous allez être apporteur d'affaires et vous allez être commissionné sur de l'apport que vous faites. Voilà, donc il y a différents business models qui existent. Le tout, c'est de trouver le bon et de trouver celui qui conviendra le mieux justement à votre persona. Voilà pour cette partie. Ensuite, l'étape 5, ça va être de savoir un petit peu organiser votre projet. Quand on crée une entreprise, souvent, on a 1000 choses à penser, on a 1000 en fait, thèmes qui viennent un petit peu se mélanger.
Par exemple, je dois trouver un local, mais du coup, je vais devoir faire des travaux. Il faut que je fasse un site internet, et il faut que je fasse mon identité visuelle, et il faut que je regarde les aspects juridiques. Enfin voilà, vous avez plein de choses qui viennent se bousculer. C'est souvent un petit peu difficile de pouvoir les lister, de savoir dans quel ordre les faire. Donc du coup, on a une étape comme ça qui est d'aller en fait définir qui est d'aller un peu organiser son projet, donc en partant du milieu et en mettant son idée d'entreprise, et après en regardant un peu avec des satellites, on va dire, tout ce que ça implique. J'ai un local, ça veut dire qu'il va falloir que je l'assure, qu'il va falloir que je fasse des travaux, qu'il va falloir que je fasse appel à des artisans, va falloir que je fasse faire des devis, qu'il va falloir que je compte le temps des travaux. Voilà, du coup, en fait, vous allez, par effet un peu toile d'araignée comme ça, vous allez en fait à chaque fois détricoter un aspect de votre création d'entreprise et pouvoir voir tout ce que ça implique. Donc ça, c'est hyper important aussi pour poser votre projet. Il y a des outils très bien qui existent pour le faire. On peut justement vous aider à le faire. Et ensuite, par rapport à toutes ces choses-là, c'est d'aller les mettre sur un rétro-planning pour voir en fait quand est-ce que vous allez pouvoir faire votre lancement commercial. Il vaut mieux qu'il y ait le max de choses qui soient prêtes pour votre lancement commercial, même si en amont de votre lancement, vous allez justement pouvoir communiquer, faire plein de choses pour préparer votre lancement. N'empêche que le jour où vous avez fait les formalités et que vous lancez, par exemple, un commerce ou même que vous lancez un site internet de vente ou que vous lancez votre activité de coaching, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui soit prêt avant. Donc, du coup, avoir un planning comme ça vous permet de tout organiser et de voir dans quel sens faire les choses et de bien penser à tout. L'étape 6, c'est d'élaborer son plan stratégique. C'est hyper important en fait d'aller projeter son entreprise dans le futur parce que c'est ce qui va vous permettre de vous fixer des objectifs et ce qui va vous permettre de vous fixer des points d'étape. Si vous zappez cette partie-là, le danger, c'est que vous partiez en fait dans tous les sens et que vous soyez mis un objectif de chiffre d'affaires dans votre business plan ou suite à votre étude de marché et que en fait vous les ayez pas mis dans quelque chose de plus concret, de plus factuel et que du coup vous partiez dans tous les sens. Donc c'est très important d'élaborer son plan stratégique. Pour ça, on utilise un peu la méthode de l'entonnoir. Donc en premier, c'est se dire quelle est la vision de mon entreprise. Donc un exemple de vision, c'est je souhaite que mon entreprise devienne la référence des déodorants naturels pour hommes. Ensuite, on le décline en objectif de chiffre d'affaires. Pour atteindre cette vision-là, dans 3 ans, je souhaite avoir un chiffre d'affaires de 350 000 euros. Et ensuite, on le décline en objectif opérationnel. Pour atteindre ça, ça veut dire que tous les ans, il va falloir que j'augmente mon chiffre d'affaires de 20%. Pour mettre tout ça ensuite dans quelque chose de très, très factuel, on utilise le Business Model Canvas, qui est un outil qui est hyper puissant s'il est bien utilisé, parce qu'il peut ne pas être si évident à utiliser que ça. Il faut le faire dans le bon ordre et en étant bien guidé. Mais voilà, le Business Model Canvas, en fait, c'est vraiment ce qui va vous aider à poser d'un côté, donc à droite, tout ce qui va en fait vous permettre de générer de l'argent et tout ce qui est à gauche, tout ce qu'il va vous falloir pour générer cet argent-là. Donc, ça va vous permettre vraiment de tout poser et de voir que pour gagner de l'argent, il faut mettre des choses en face et qu'est-ce que je vais mettre en face. Donc, c'est hyper important aussi. Et on va passer à la dernière phase pour ma partie. Après, je laisserai la parole à Camille. J'espère que je suis dans le timing. Ouais, à peu près, ça va. C'est des étapes en fait pour se faire connaître et préparer son lancement commercial. Là, c'est hyper important parce que nous, ça nous fait un petit peu de peine en fait quand on voit des gens qui sont lancés, alors, par exemple avec le statut auto-entrepreneur, qui est un statut qui est assez facile à obtenir, mais qui a aussi du coup le défaut que ce soit tellement facile que les gens en fait commencent par faire leurs formalités et après se disent ah bon alors par où je commence, j'ai pas de clients, j'ai pas de chiffre d'affaires. Du coup, en fait, les indemnités Pôle emploi, une fois que, enfin, si vous étiez demandeur d'emploi, elles sont plus les mêmes quand vous avez commencé à créer votre boîte. Donc voilà, Camille vous en reparlera mieux, mais c'est vraiment important de faire les formalités en dernier pour pas vous retrouver dans cette situation-là. Nous, ce qu'on conseille vraiment, du coup, c'est d'aller commencer aussi à aller faire des actions commerciales et des actions de communication sur le terrain pour préparer votre lancement. Pour que vraiment, en fait, vous soyez prêts et que vos clients soient prêts quand vous avez fait les formalités. Et Camille va vous en reparler aussi, mais voilà, en fait, quand vous faites vos formalités, normalement, c'est que vous devez pouvoir facturer très vite, quoi. Donc, pour ça, 3 étapes pour aller préparer son lancement commercial et sa communication.
Donc, la première étape, c'est de construire son plan d'action commercial. C'est un peu une déclinaison de ce qu'on a vu avant, en fait, sur le plan stratégique, où c'était quelque chose d'assez large. Là, en fait, on va aller le décliner en plan d'action commercial pour l'année et même pour le mois. Si vous en faites pas, le risque, c'est que, bah, pareil, vous partez dans tous les sens et que vous sachiez pas exactement où aller démarcher. Le plan d'action commerciale, il sert en fait à savoir quelles actions commerciales vous allez devoir mener pour atteindre votre chiffre d'affaires. Ça permet vraiment de piloter le développement de votre entreprise. On commence en fait d'abord par se fixer des objectifs de vente en fonction du chiffre d'affaires qu'on s'est fixé. Ça veut dire du coup temps de vente avec un panier moyen de temps. Donc il faut aussi cette notion de panier moyen. Et par rapport à ces objectifs de vente qu'on s'est fixés, quelles actions est-ce que je vais devoir mener? C'est assez peu probable que pour un client que vous alliez pour un prospect que vous alliez démarcher, vous ayez un client qui achète. Donc, du coup, c'est d'aller voir en fait combien de prospects il va falloir que vous allez démarcher pour avoir un client, en combien de temps vous allez réussir à signer et faire une vente. Voilà, et donc toutes les actions que vous allez devoir mener pour pouvoir vendre. Ensuite, on essaye un peu aussi chaque mois de mesurer les écarts pour voir, ben, moi, je m'étais fixé ça et finalement, je me rends compte que mon taux de transformation entre prospect et client, il est plus important que ce que je m'étais imaginé. Donc, on mesure les écarts et ensuite, on met en place des actions correctives pour le mois d'après, faire en sorte de vraiment respecter ses objectifs de vente. Le pendant du plan d'action commerciale, c'est le plan de communication. Vous allez avoir des actions un peu terrain pour aller vendre vos prestats ou vos produits ou vos services. Vous allez aussi avoir des actions de communication pour faire connaître vraiment ce que vous faites et du coup pouvoir comprendre vraiment vos clients cibles et pouvoir leur proposer leur pousser le bon message au bon moment. Un plan de communication, du coup, ça sert aussi à ne pas communiquer dans l'urgence et en partant dans tous les sens et en faisant des actions de communication qui ne seraient pas efficaces, parce que ça va vous frustrer en fait de voir qu'il n'y a pas d'efficacité, alors que si ça se trouve, ça pourrait être très efficace, mais juste en faisant les choses autrement. Il faut d'abord commencer par se fixer des objectifs. Donc, par exemple, ça peut être des objectifs de notoriété. Je veux que ma marque soit un petit peu plus connue. Ou ça peut être des objectifs de transformation de prospects en clients via mon site internet. Donc voilà, on commence par se fixer des objectifs, pardon. Ensuite, on détermine quelle cible on veut toucher, parce que je vous le disais tout à l'heure, on ne va pas aller parler de la même façon à des personnes qui sont très différentes et qui n'ont pas du tout les mêmes besoins. Ensuite, vous allez regarder un petit peu quelles sont les étapes en fait, par lesquelles passent vos clients. Je reprends l'exemple du client qui cherche un coach sportif. Il passe par une étape où il se trouve, je sais pas, peut-être il se trouve un peu trop gros, alors du coup il n'est pas bien, et du coup il va commencer à aller chercher sur internet des régimes, et puis après il va se dire ouais mais le régime tout seul ça suffit pas, il faut aussi que je fasse du sport. Bon, alors il va commencer à se renseigner dans sur des salles de sport, par exemple, et puis finalement il va se dire oui, mais moi j'ai besoin d'être plus encadré. Donc voilà, il y a vraiment des étapes par lesquelles les gens passent. Et du coup, il va vraiment falloir que vous connaissiez ces étapes-là pour aller envoyer votre message au bon moment aux bonnes personnes. Et savoir à quelle fréquence le faire et quel budget ça va vous demander aussi pour le faire. Donc voilà, du coup, c'est vraiment l'élaboration de votre plan de com qui va vous permettre d'aller savoir comment aller toucher vos futurs clients. Et la dernière étape avant de passer la parole à Camille, c'est de créer son identité visuelle et de communiquer. C'est un petit peu compliqué de le faire plus tôt parce que tant que vous ne connaissez pas bien vos clients, que vos personas et que vous ne savez pas encore exactement où est-ce qu'ils vont chercher des infos, c'est un peu délicat de le faire. Imaginons que vous alliez créer un site internet qui va vous coûter hyper cher, alors que finalement, en fait, c'est pas ça qu'il faut que vous créiez, mais c'est plutôt eux, ils vont plutôt sur Instagram. Donc, du coup, en fait, un très beau compte Instagram, ça pourrait suffire. Donc, voilà, du coup, c'est créer les bons outils pour le bon persona, aller communiquer au bon endroit, toujours par rapport à l'étape d'avant, là où vous avez vu un petit peu par quel canal de communication y passer, par quelle phase et tout ça. Être reconnaissable, c'est hyper important aussi. De savoir un petit peu que, par exemple, juste avec votre charte graphique, on arrive un petit peu à vous reconnaître ou au ton que vous adoptez. Et puis, c'est aussi véhiculer un univers, c'est ce qui va vraiment faire la différence avec
avec vos concurrents, c'est vraiment de véhiculer un univers particulier. Et je ne sais pas, par exemple, si vous voulez créer une marque de produits très cocooning ou de services très cocooning, si vous avez une identité visuelle qui est hyper dure avec du rouge et tout ça, ça ne va pas coller. Donc voilà, du coup, c'est hyper important que tout soit cohérent et tout soit adapté à votre persona et à l'offre que vous allez véhiculer. Je crois que j'en ai fini pour mes parties. Du coup, je vais laisser la parole à Camille. Alors pour prendre la suite, du coup, on va parler chiffres, alors sans transition, mais vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup de liens avec toute la partie que vient de présenter Jennifer. Finalement, ça va surtout être de la concrétisation et du coup, coucher sur papier les chiffres. Du coup, pour réfléchir à son business plan et donc à la faisabilité financière de son projet, la première question qu'on va se poser, le premier élément sur lequel on va s'attarder, c'est son chiffre d'affaires. Donc en fait, ça reprend les informations que vient de vous donner Jennifer sur quelle est ma typologie de client et quelle est mon offre finalement. Donc là, c'est plutôt des questionnements marketing, mais ça en découle en fait ça découle vers le business plan. Là, on va se poser des questions un peu plus concrètes liées aux chiffres. Donc, quelle est votre principale source de chiffre d'affaires? Donc, ça va forcément induire les questions de qui sont vos clients, leurs caractéristiques et comment vous allez les attirer. Ça, vous l'avez vu juste avant, au moment où vous parlez stratégie et plan marketing. Donc, quelle est votre source de chiffre d'affaires? Ça vous permet aussi de savoir finalement combien de missions vous allez pouvoir vendre. Et on peut s'attarder dans un premier temps sur une année, mais des fois, c'est compliqué de se figurer une année, surtout quand on se lance. Finalement, déjà, de prévoir des actions au mois le mois, c'est déjà pas mal. Donc, du coup, on peut décomposer sa première année en 12 mois, tout simplement, et se demander le premier mois, combien de chiffre d'affaires je vise, le deuxième mois, le troisième mois. Ça permet comme ça d'aller petit à petit jusqu'à une année. Et vous allez voir que l'exercice est beaucoup plus simple que si on s'attaque tout de suite au business plan. Quel est le chiffre d'affaires que je prévois sur 3 ans, ça paraît insurmontable. Donc finalement, de diviser en timing, en fait, en temps plus réduit, donc au mois, ça paraît beaucoup plus simple et donc l'exercice se fait plus facilement. Dans combien de missions vais-je vendre la première année? Il y a bien sûr savoir quel est votre tarif. Donc là, Jennifer vous a parlé de finalement votre modèle économique. Est-ce que vous vendez de la journée? Donc, on va parler du coup de taux journalier. Est-ce que vous vendez des forfaits, des abonnements? Est-ce que ce sont des commissions? Voilà, tout ce vocabulaire-là vient d'être énoncé. Donc, finalement, là, ça va vraiment être transformé en euros votre stratégie. Donc, savoir vraiment qu'est-ce que ça va générer en cash. Et forcément, ça va vous obliger à vous poser la question aussi du temps que ça vous demande de répondre à un marché, de vendre un produit, de vendre une mission. Pour savoir finalement combien est-ce que vous allez pouvoir consacrer de temps à votre production, en prenant en compte bien entendu qu'au-delà de la production qui vous est commandée, il y a un peu d'administratif à faire, il y a de la prospection, donc tout ça c'est du temps aussi qu'il faut valoriser et qu'il faut prévoir dans son chiffrage. Ce que je vous conseille sur cette partie-là de réflexion au niveau de votre chiffre d'affaires, c'est de faire 2 hypothèses. D'ailleurs, 2 hypothèses avec un S, c'est mieux. Donc, un scénario plutôt positif et un scénario plutôt négatif. Comme ça, tout va dépendre de votre personnalité. D'ailleurs, ça peut découler du premier travail que vous faites avec Yves, mais il y a des personnes qui vont être hyper optimistes, donc elles vont avoir un business plan la première année voilà, hyper positif, tous les voyants sont ouverts, tout se passe comme prévu. Il y a des personnes qui vont être un petit peu plus timides ou un petit peu plus vigilantes, qui vont plutôt voir les risques et donc du coup qui vont avoir tendance un petit peu à tout ramener vers le bas. Donc pour pouvoir finalement répondre aux besoins de ces deux types de personnes, ce que je vous conseille, c'est de faire 2 hypothèses. Comme ça, vous êtes rassurés dans les deux, quelle que soit votre personnalité. Vous avez le scénario positif, le scénario négatif. Voilà. Donc, une fois que vous avez réfléchi à votre chiffre d'affaires, vous allez pouvoir réfléchir à l'autre pendant du business plan, qui sont vos charges. Du coup, Jennifer, je veux bien que tu passes la slide. Désolée, du coup, c'est un travail d'équipe. Hein. Alors,
Voilà, donc ensuite, au regard du chiffre d'affaires, bien entendu, il faut réfléchir à quelles sont vos charges dans le courant de votre année, mais aussi et surtout au démarrage. Donc là, Jennifer vous a parlé à la fin de votre identité visuelle. Donc si vous n'êtes pas graphiste, typiquement, c'est des choses que vous allez peut-être devoir sous-traiter. Donc, vous allez peut-être devoir faire appel à un graphiste, faire appel à un développeur pour faire votre site Internet. Voilà, toutes ces dépenses, ce sont des dépenses qu'il faut chiffrer et qui vont finalement induire votre démarrage. Donc, voilà, il faut bien réfléchir à toutes ces dépenses-là. Donc, il va y avoir peut-être des dépenses un peu plus élevées qu'on va appeler investissement, d'autres qui vont être des dépenses d'un montant plus réduit, donc on appellera plutôt des petits équipements. Et voilà, je vous ai parlé de la sous-traitance sur tout ce que vous ne pouvez pas faire vous-même et que finalement vous allez demander à une tierce personne de le faire pour vous, pour votre entreprise. Voilà, donc il y a un autre type de charge auquel il faut avoir pensé dès le début, c'est votre propre rémunération. Parce que bien sûr, alors même si vos moteurs sont variés, c'est peut-être pas l'argent qui vous anime dans votre projet de création d'entreprise, quand même, il va falloir que votre activité vous rémunère, sinon vous allez abandonner. Même si vous ne voulez pas gagner 5 000 € par mois, ne serait-ce que gagner suffisamment pour vivre, c'est essentiel pour que votre projet perdure et que vous puissiez avoir vraiment envie de le développer. Donc, il faut prévoir votre rémunération dans vos charges dès le début. Même si vous n'avez pas besoin de vous rémunérer dès le début, il faut savoir à partir de quand vous avez besoin de vous rémunérer. Comme ça, vous allez pouvoir voir via les tableaux qu'on génère ensuite au travers d'un business plan, quel est le chiffre d'affaires qu'il va falloir faire pour pouvoir vous rémunérer. Ça vous permet comme ça de mettre au regard vos objectifs et peut-être mettre à jour finalement votre plan d'action, vos objectifs commerciaux. Voilà. Quand je dis du coup que vous n'avez peut-être pas besoin de vous rémunérer dès le début, on en parlera juste après, notamment au niveau des aides, parce que peut-être qu'au démarrage, vous avez du pôle emploi qui vous permet de retarder le moment où vous allez avoir besoin de vous payer. Voilà. Et dans les autres besoins que vous avez peut-être au départ aussi, c'est d'embaucher, savoir finalement si vous allez pouvoir répondre seul à votre marché, ou est-ce qu'à moyen, court ou long terme, vous allez avoir besoin de vous entourer d'une équipe. Alors, ça peut être une embauche, contrat de travail classique, ça peut être aussi identifier un besoin que vous ne pourrez pas répondre vous-même, donc savoir que, par exemple, si vous êtes développeur de site web, il y a souvent plusieurs langages de développement, donc peut-être qu'il y a certains langages que vous ne maîtrisez pas qu'il va falloir sous-traiter. Peut-être que vous faites vraiment la partie back du développement et pour la partie design du site internet, vous allez chercher des UX designers pour vous aider. Donc voilà, c'est bien d'avoir en tête toutes les ressources dont vous allez avoir besoin et les chiffrer parce qu'à chaque fois, ces prestataires-là, il va falloir les rémunérer, bien entendu. Et finalement, toutes ces questions autour des charges, ça va vous permettre de les mettre au regard de votre chiffre d'affaires et aussi de votre apport. Si vous avez 10 000 € à apporter au démarrage, est-ce que ça va être suffisant pour répondre à toutes vos dépenses du début et peut-être les 3-4 premiers mois, parce que vous n'allez peut-être pas avoir du chiffre d'affaires tout de suite. Donc voilà, ça permet de mettre au regard ces différents éléments. Et donc nous, après, la plupart du temps sur le business plan, alors soit vous vous faites accompagner par un cabinet d'expertise comptable comme Pépite ou bien par Yves sur cette étape-là, ça vous permet d'avoir ensuite un document assez formel, le business plan, qui va être un outil pour développer votre entreprise. Donc c'est important à chaque fois le modifier pour que ce soit vraiment une aide dans votre développement. Voilà. Alors ensuite, j'en ai beaucoup parlé des aides, du coup, en introduction dans la partie précédente. Donc, il y a des aides qui sont régionales. Donc là, en fonction de la localisation, de votre localisation, je vous invite à contacter soit le Pépite le plus proche de chez vous ou bien Yves. Ensuite, il y a des aides nationales. Donc, il y a l'ACRE qui est relativement connu. Donc, l'ACRE, ça signifie aide à la création ou à la reprise d'entreprise. Donc, c'est une aide qui prend la forme d'une baisse de charges sociales. Voilà, donc ce n'est pas du cash qu'on injecte dans votre entreprise, mais ça vous permet de diminuer les charges sur la première année. Vous avez également la possibilité de maintenir votre pôle emploi.
Ça va dépendre par contre de votre statut juridique, donc je l'aborderai juste après. Et ensuite, il y a des prêts d'honneur. Donc là, c'est plutôt sur une partie régionale. Donc, vous allez avoir des organismes, soit départementaux, soit régionaux, qui vont vous octroyer des prêts d'honneur. Donc, les prêts d'honneur, c'est des prêts qu'on vous octroie à vous personnellement, à condition que vous injectiez la somme dans votre entreprise. Et dans 90% des cas, c'est des prêts à taux zéro. Donc, ça permet comme ça de ne pas trop s'endetter, de ne pas prendre de risques à ce niveau-là et d'injecter peut-être de l'argent supplémentaire qui est nécessaire pour votre lancement. Et ensuite, il y a des subventions. Alors, les subventions, c'est surtout lié aux projets innovants aujourd'hui. En tout cas, je parle pour ma région, la région Occitanie. Aujourd'hui, c'est beaucoup injecté dans les projets innovants. Donc, il faut regarder, il faut se renseigner ou voilà, contacter les personnes qui peuvent vous aider là-dessus pour regarder s'il y a des subventions qui vont pouvoir vous aider à vous lancer. Voilà. Donc, une fois que vous avez regardé la faisabilité financière de votre entreprise, vous allez pouvoir réfléchir au statut juridique. Bon, là, c'est des étapes que je mets l'une après l'autre. C'est souvent des questionnements qu'on fait en même temps. En même temps qu'on réfléchit à son business plan, on va aussi réfléchir à son statut juridique parce que finalement, il y a des choses qui sont liées, notamment au niveau des charges sociales. Donc, pour bien prévoir son business plan, il va falloir de toute manière s'interroger sur le statut juridique qu'on veut choisir pour bien prévoir ses charges sociales. Donc, pour choisir votre statut juridique, pardon, il y a quelques questions à se poser qui vont vous aider à vraiment faire le distinguo entre toutes les formes juridiques qui existent. Donc déjà, la première question à vous poser, c'est est-ce que vous voulez entreprendre seul ou à plusieurs? Autrement dit, est-ce que dans votre projet, vous êtes seul ou est-ce que vous avez des associés ou des potentiels associés à plus ou moins long terme que vous voudriez ajouter à votre projet? Donc, pour cette première question, il y a une différence qui est bien nette entre deux typologies d'entreprises. On a donc les micro-entreprises et les entreprises individuelles d'un côté, qui sont des entreprises qu'on appelle en nom propre. Donc, ça veut dire que votre nom, prénom va générer un numéro sirène. Donc, finalement, vous ne pouvez pas vous associer parce que c'est une activité qui est liée à votre personne physique. Voilà. Donc, pour les personnes qui veulent s'associer, déjà, il ne faut pas choisir ces formes-là. Ensuite, vous avez les formes de société qui vous permettent de vous associer. Donc, on parlera de SARL ou de SAS. Mais vous pouvez aussi créer une société en étant seul. Et là, on parlera de URL ou de SASU. Le U vous indiquant le unipersonnel de la forme juridique. Voilà. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur le fonctionnement de chaque statut parce que c'est vraiment un sujet à part entière et donc ça prendrait trop de temps. Par contre, je vous en reparlerai à la fin, mais j'organise un webinaire jeudi où je vais plus en détail sur les formes juridiques. Donc, ça pourrait être l'occasion peut-être d'approfondir cette étape si c'est celle qui vous intéresse ou qui vous pose question aujourd'hui. Voilà. Donc, pour avancer sur l'étape de choix du statut juridique, il vous faut aussi vous questionner sur la protection sociale. Donc là, je vous ai fait un tableau récapitulatif. Il ne faut pas en avoir trop peur. Vous allez voir, on va le décomposer rapidement ensemble. Puisqu'il faut savoir qu'en fonction du statut juridique que vous choisissez, vous avez un statut social. Ce statut social, il en découle un taux de cotisation et un niveau de protection sociale. Donc, c'est ce que vous retrouvez dans ce tableau finalement. Donc, vous avez deux types de statut social possibles, soit le travailleur non salarié, que j'ai résumé en TNS, ou assimilé salarié, qui est uniquement réservé aux personnes qui créent une SASU ou une SAS. Et donc, la principale différence entre ces deux statuts, ça va être le taux de cotisation et le niveau de protection sociale. Donc, vous avez remarqué, le taux de cotisation sociale est plus faible pour les TNS et donc plus élevé pour les assimilés salariés. Et donc, ça découle un niveau de protection sociale différent. Donc, le niveau de protection sociale pour les TNS au niveau de la prévoyance et de la retraite, il est plus faible sur la protection de base. Et donc, il y a une certaine logique entre des cotisations sociales moins lourdes et donc un niveau de protection plus faible. Et on retrouve l'opposé en SAS, donc des fortes cotisations sociales qui vont générer une meilleure protection sociale pour la prévoyance et la retraite. Mais, parce qu'il y a un mais, sinon c'est trop simple, il faut vraiment personnaliser cette étape parce que là, je vous donne les bases, mais il faut vraiment aller plus en détail sur vos besoins, votre foyer fiscal, qui vous avez besoin de protéger, est-ce que vous avez d'autres sources de revenus qui vous permettent de cotiser. Là, c'est vraiment
un point que l'on affine, vraiment j'insiste, en entretien personnel, parce que c'est vraiment le moment où il ne faut pas louper un élément, parce qu'après, ça a des répercussions sur la suite. Donc, il y a des moyens en étant TNS d'améliorer la protection sociale. Donc voilà, ça s'appelle des complémentaires, donc je vous l'ai noté dans le tableau, qui vous permettent d'améliorer cette protection sans pour autant faire exploser les charges sociales. Donc voilà, très important sur cette étape-là de bien fouiller la partie protection sociale et du coup de se faire accompagner. Troisième et dernier élément sur les statuts juridiques sur lesquels il faut s'interroger, c'est le régime fiscal. Donc, vous avez deux régimes fiscaux possibles. En fonction de votre structure, vous avez la possibilité d'opter. Donc déjà, pour vous expliquer à quoi correspond le régime fiscal, il va induire l'imposition de votre résultat d'activité. Donc, le résultat de votre entreprise, il s'obtient en faisant votre chiffre d'affaires moins vos charges. Donc, finalement, le résultat, on peut le prévoir au travers du business plan. C'est pour ça que les deux étapes s'entremêlent souvent sur pas mal de points. Donc, quand vous avez fait votre business plan, vous avez réfléchi à votre chiffre d'affaires, vous avez réfléchi à vos charges, vous faites une soustraction, ça vous donne le résultat. Maintenant, ce résultat, c'est là où vous avez la possibilité d'opter pour deux régimes fiscaux différents. Soit votre résultat, il va être imposé à l'impôt sur le revenu, soit il va être imposé à l'impôt sur les sociétés. Et en fonction de votre statut juridique, vous avez un régime de droit. Donc, ça veut dire que c'est le régime obligatoire, si on veut, enfin en tout cas qui est décidé automatiquement si vous faites ce choix de statut. Et vous avez une colonne qui vous indique les options possibles. Donc, ça veut dire que vous pouvez opter pour un autre régime fiscal. Voilà, donc ça c'est aussi un point que l'on affine en fonction de votre situation personnelle parce que vous allez avoir des impositions à l'impôt sur le revenu différentes en fonction de la structuration de votre foyer et donc ça va être des conseils différents à chaque fois. Donc là, c'est vraiment 3 étapes qui sont importantes à avoir en tête finalement pour avoir une conclusion assez simple, c'est de se dire que chaque projet est unique parce que chaque porteur de projet est différent. Et donc, le choix du statut juridique, il faut vraiment le faire par rapport à votre situation personnelle, que ce soit au niveau de la protection sociale ou au niveau de votre pression fiscale. Donc, il faut pas choisir un statut juridique parce que votre collègue qui est aussi graphiste a fait ce choix-là. Parce que finalement, le choix de statut juridique, il doit vraiment s'attarder sur autre chose que votre cœur d'activité. C'est vraiment sur des questions de protection sociale et de fiscalité. Voilà. Donc, je suis allée un peu vite sur des questions qui pourraient vraiment être creusées. Mais voilà, je vous invite à la fin du webinaire à m'indiquer si vous voulez qu'on approfondisse ça. Et puis, on prendra le temps de manière personnalisée pour vraiment aller au fond des choses. La troisième et la dernière étape, c'est la concrétisation de toutes ces étapes de projet finalement. Donc là, on va s'attarder sur les étapes administratives de la création de votre entreprise. Donc, dans un premier temps, en quelques mots, vous expliquez que Pépite vous accompagne sur toutes ces étapes-là. Donc, en fait, de la partie conseil à la partie obtention du CABIS en toute fin d'étape. Donc, on se charge de tout et on offre cette partie-là de création d'entreprise. Aussi, ce qu'on a mis en place, c'est une digitalisation sur toutes ces étapes pour gagner du temps et éviter le papier. Tout le monde est content puisqu'au lieu de signer 46 papiers, on fait une signature sur son téléphone et puis c'est réglé. Donc, pour entrer un petit peu plus dans les détails des étapes de la création d'entreprise, tout d'abord, la première étape, c'est réfléchir à ces projets de statut. Donc, les projets de statut, c'est un mode brouillon de vos statuts. Donc, pour faire ce mode brouillon, une V1 si vous voulez, il va falloir réfléchir à ces items que vous avez sous les yeux. Donc, le nom de votre société, l'adresse pour votre siège social, les activités que vous voulez faire apparaître dans vos statuts, donc il peut y en avoir plusieurs. Ça, c'est uniquement pour les entreprises individuelles et les sociétés. Pour la micro-entreprise, vous avez le droit à 3 activités uniquement. Voilà. Sinon, pour les autres statuts, vous pouvez en mettre plusieurs, enfin plus que 2, 3. Il va falloir réfléchir à votre date pour le premier bilan comptable. Donc là, c'est aussi pour les autres statuts que la micro-entreprise. Et bien entendu, il faudra intégrer votre état civil au projet de statut.
Donc là, oui, je vais le dire maintenant, comme ça, vous le saurez pour les prochaines explications. Là, je m'attarde surtout pour les étapes de la création d'entreprise d'une société ou d'une entreprise individuelle. Parce que la micro-entreprise, ça se fait de manière beaucoup plus simple, en ligne. Vous n'avez pas besoin de toutes ces informations-là. Voilà. Donc, une fois que vous avez toutes ces informations, on rédige les projets de statut. Et ces projets de statut vous permettent de déposer le capital. Voilà. Donc là, vous allez aller soit auprès d'une banque, soit auprès d'un notaire pour déposer votre capital social. Le capital social, c'est un montant que vous allez apporter à votre société dès le début. Donc, ça va donner finalement la première valeur de votre entreprise. Il n'y a pas de minimum pour ce capital social. Donc après, on vous conseille de ne pas mettre 1 euro parce que ça ne fait pas très crédible. Donc en fonction du projet de chacun, il va peut-être y avoir des intérêts à augmenter un peu le capital ou au contraire de pas en mettre trop dès le début parce que pas forcément d'intérêt commercialement de mettre un gros capital. Donc une fois que votre capital est déposé, on va vous donner une attestation de dépôt de capital. Et ce document, c'est un petit peu la clé de voûte de toutes les étapes de la création d'entreprise parce que c'est ce qui va vous permettre de passer ensuite à la concrétisation et à la préparation de votre dossier complet. Donc le dossier complet, donc c'est toutes ces étapes-là, bien sûr, on vous accompagne. Hein, et donc notamment le dossier, c'est quelque chose qu'on prépare et qu'on vous envoie de manière dématérialisée. Voilà, donc l'étape juste après. Voilà. Donc, on prépare le dossier de notre côté, on vous l'envoie et vous pouvez le signer via un SMS. Donc, très simple, en quelques minutes. Ensuite, une fois qu'on a reçu votre signature, on le télétransmet au greffe. Le fait de télétransmettre votre dossier fait qu'on gagne du temps aussi sur cette étape-là parce que le greffe va mettre moins de temps à valider votre création d'entreprise parce qu'il y a pas mal de choses qui sont informatisées du coup. Et donc, le point final de ces étapes de la création d'entreprise, ça va être la réception de votre CABIS. Donc, le CABIS, c'est, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, je vous ai mis un exemple là. Donc, c'est un document un petit peu bleu qui finalement résume toutes les informations de votre entreprise. C'est comme une pièce d'identité pour votre entreprise. Vous allez retrouver le numéro SIREN, les informations sur les associés, le siège social, donc l'adresse, les activités. Voilà, ça résume tout et c'est le document qu'on va ensuite vous demander régulièrement dès que vous allez vouloir répondre à un marché, rentrer en contact avec une banque, etc. Voilà. Donc là, vous avez les différentes étapes de la création d'entreprise quand vous voulez créer une société ou une entreprise individuelle. Voilà. Mais c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour votre attention.